Rome a su conquérir un immense empire, mais cet empire lui a apporté bien des problèmes. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors dans cette capsule, on va voir en fait comment Rome va devenir un empire et les conséquences qui vont en découler pour elle. Alors on avait vu que la conquête de l'Italie avait été la première étape pour la montée de la puissance de Rome. Mais au lendemain de cette conquête-là, Rome se trouve soudainement dans une nouvelle situation. C'est que dans la région où est-ce qu'elle est, elle devient un empire terrestre, donc l'empire de l'Italie. Mais face à elle, elle a un autre empire qui se dresse. C'est l'empire de Carthage. Qu'est-ce que Carthage? Carthage, c'est une ancienne colonie phénicienne hein, qui a éventuellement prospéré pour devenir la maîtresse de plusieurs régions de la Méditerranée occidentale. Cet empire-là, c'est un empire essentiellement commercial, un empire aussi maritime, quoique on a tendance à exagérer la force de la puissance maritime et la puissance navale de Carthage. Néanmoins, Carthage, qui était autrefois une alliée de Rome, se retrouve dans une situation où est-ce que Rome devient inopportune. C'est que qu'est-ce qu'il y a entre ces deux empires naissants? Il y a l'île de la Sicile. Et l'île de la Sicile est placée à un endroit stratégique pour les deux empires. Alors, si l'un des deux empires venait à contrôler la Sicile, ça lui faciliterait la vie pour éventuellement envahir l'autre empire, que ce soit Carthage ou que ce soit Rome. Alors, évidemment, à partir du moment où la moitié de la Sicile appartient déjà aux Carthaginois, les Romains commencent à s'en inquiéter. Et outre tous les prétextes qu'on va donner pour faire la guerre entre les deux empires, la principale raison, c'est la possession de la Sicile. Alors, il y aura trois guerres majeures entre ces deux empires, entre Rome et Carthage. Alors, ce sont ce qu'on appelle les trois guerres puniques. Pourquoi puniques? Parce que punica en latin signifie phénicien. Alors, c'est le nom qu'on donnait aux Phéniciens à l'ouest de la Méditerranée. Alors donc, il y aura trois guerres inexpiables, trois guerres terribles entre les trois empires, et de ce fait, Rome qui va emporter les trois guerres va devenir de facto la maîtresse de la Méditerranée orientale. Lors de la première guerre entre les deux, une guerre qui a lieu de 264 à 241 avant Jésus-Christ, c'est une guerre essentiellement navale et terrestre quand on parle de la Sicile, donc une guerre entre ces deux clans. Au début, Rome va avoir quelques difficultés parce que Carthage a l'avantage sur mer, mais éventuellement, Rome va finir par surmonter ces difficultés-là et l'emporter une première fois. Et les conséquences sont très dures pour Carthage à cette occasion-là. Elle perd la Sicile et elle doit payer de lourdes indemnités de guerre à Rome. Et elle va devoir traverser plusieurs difficultés ensuite, notamment une révolte de ses mercenaires. Mais éventuellement, Carthage reprend du poil de la bête un de ses généraux qui s'appelle Hamilcar Barca pour être en mesure de payer les indemnités de guerre à Rome, va entreprendre une conquête, la conquête de l'Espagne, où est-ce qu'il y a des mines d'or et d'argent. Et de ce fait, Hamilcar Barca va devenir presque le maître de Carthage grâce à ces conquêtes-là. Il va du moins gagner beaucoup d'influence au sein de l'intelligentsia carthaginoise et à sa mort, il va léguer ses armées et son pouvoir à son fils Hannibal, un fils qu'il a élevé dans la haine de Rome. Or, Hannibal est un des meilleurs généraux dans l'histoire de l'Antiquité et animé par cette haine que lui a communiqué, légué son père, il va entreprendre de lui-même une seconde guerre contre Rome. Alors, c'est la deuxième guerre punique qui va se dérouler de 218 à 201
avant Jésus-Christ. Alors cette guerre-là va être bien différente de la première. Comme Rome contrôle désormais les mers, alors Hannibal va décider de traverser par voie de terre les régions qui le séparent de l'Italie. Alors avec son armée composée entre autres d'éléphants, il va traverser la chaîne de montagnes des Pyrénées et ensuite traverser les Alpes pour ensuite arriver en Italie. On parle souvent, avec exagération, de son armée d'éléphants. Il faut savoir que l'armée d'éléphants n'a presque pas survécu à ce voyage-là, pauvres éléphants, soit dit en passant. Alors, il ne lui restait, je crois, qu'un seul éléphant lorsqu'il est arrivé en Italie. Mais il lui restait ses armées normales, il lui restait aussi sa cavalerie numide, et c'est avec ses troupes très fortes, très puissantes, qu'il va entreprendre une conquête de l'Italie. Les Romains lui opposent une vive résistance dès le début, mais les Romains vont rencontrer deux défaites considérables. La défaite du lac Trasimène et la défaite de Cannes, qui aurait normalement mis à terre n'importe quel empire, mais les Romains étaient des gens têtus et d'autre part, leurs alliés vont lui rester fidèles. Alors, ils vont tenir bon et éventuellement, les Romains vont réussir à attaquer les Carthaginois dans leur possession, notamment en Espagne et éventuellement même en Afrique. Et Hannibal, malgré tous ses talents, malgré sa ténacité, va devoir rentrer en Afrique pour défendre sa patrie et il va être vaincu par Scipion l'Africain, donc le général romain. Suite à cette défaite de Carthage lors de la Seconde Guerre punique, Carthage n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais une haine tenace va résulter de ces deux grandes guerres entre les deux empires et éventuellement Rome, qui voit que Carthage reprend du poil de la bête au niveau économique, va vouloir absolument se débarrasser de la ville. Alors, en 149, elle entreprend une troisième guerre contre Carthage dans le but de la détruire et c'est chose faite en 146 où est-ce que la ville est détruite et on va même proférer des malédictions sur le site de Carthage pour éviter que le site serve à la suite pour abriter une nouvelle ville. Alors, les conséquences de la victoire de Rome sur Carthage, c'est que, de facto, Rome va devenir la maîtresse de la Méditerranée occidentale. Alors, il n'y a plus grand monde qui est capable de s'opposer à Rome, même s'il y a encore des peuples qui sont libres, comme les Gaulois, comme les Numides. C'est une question de temps avant que Rome ne s'impose dans cette région. Et par la suite, avant même la fin de Carthage, Rome va entreprendre la conquête de l'Orient méditerranéen. Elle va se frotter à certains royaumes hellénistiques. Dans un premier temps, la Macédoine, donc ancienne patrie d'Alexandre le Grand. Eh bien, il y aura une rencontre entre la phalange macédonienne et la Légion romaine. Ce sont les Romains qui vont l'emporter et ils vont libérer la Grèce par la même occasion qui vivait sous le joug de la Macédoine. Mais les Grecs vont déchanter assez rapidement. Ils vont se rendre compte qu'ils vont passer tout simplement de l'allégeance macédonienne à l'allégeance romaine. Ensuite, les Romains vont se frotter à la Syrie, un autre royaume hellénistique hérité de l'ancien empire d'Alexandre. Et encore là, ce sont les Romains qui vont l'emporter. Suite à ça, il n'y a plus grande opposition possible face à Rome. Éventuellement, il va rester encore l'Égypte, mais on devra attendre un peu de temps pour ce faire. Le fait est que Rome est désormais la véritable maîtresse de la Méditerranée, occidentale comme orientale, et il n'y a plus aucun empire ou royaume qui est capable véritablement de s'opposer à elle. Alors, en 146 avant Jésus-Christ, les Romains ont tout lieu de se réjouir. Ils viennent de détruire Carthage et la même année, ils ont détruit aussi Corinthe, qui est la meneuse dans les révoltes de la Grèce. Alors, en 146 avant Jésus-Christ, les Romains sont sur d'eux. Il n'y a plus aucun ennemi à sa mesure pour l'affronter. Pourtant, ça va être le début des véritables problèmes pour les Romains. Pourquoi? Parce que c'est là que va s'amorcer le problème des guerres civiles. Exposons la situation de façon plus générale. C'est que Rome
Au lendemain de ces conquêtes les plus importantes, Rome devient une ville extrêmement riche. Les Romains, qui avaient toujours été un peuple frugal, un peuple simple, qui vit modestement, les Romains vont crouler sous les richesses. Alors, les trésors de Carthage, les trésors de la Macédoine, les trésors de la Syrie vont converger vers Rome, Rome qui va devenir une ville incroyablement riche. Mais les richesses gagnées par Rome ne profitent pas à toute la population romaine. Ceux qui en profitent particulièrement, ce sont les généraux romains qui gagnent beaucoup de butin, ainsi que les politiciens, donc les grandes familles de Rome s'enrichissent. Et les familles de marchands également qui profitent des ventes d'esclaves entraînées par les conquêtes romaines. Mais la population romaine, de façon générale, ne s'enrichit pas. Au contraire, elle va s'appauvrir parce que lorsque toutes ces richesses convergent vers Rome, bien une inflation galopante va s'installer. C'est que le prix des objets va augmenter parce qu'il y a une grande quantité d'or et dans ces cas-là, le prix des denrées a tendance à augmenter. Ce qui fait que les revenus des citoyens romains ne vont pas augmenter, mais leurs dépenses vont augmenter parce que tout coûte de plus en plus cher. Alors l'effet de tout ça, c'est que ça va créer certaines crises économiques pour la population en général, alors que les gens des plus hautes sphères de la société s'enrichissent incroyablement. Et le problème que ça va poser, c'est que les petits paysans, entre autres, vont de plus en plus avoir du mal à tirer leur épingle du jeu, alors que les grands propriétaires terriens, les grandes familles de Rome vont vouloir racheter leurs terres. Et ça va affecter l'armée. L'armée romaine, on l'a vu, était à l'origine des succès de Rome dans ses conquêtes. Mais il faut savoir de quoi était composée cette armée. Dans la majeure partie, l'armée était composée de petits paysans, donc de petits propriétaires terriens qui étaient enrôlés par les généraux de Rome. Alors pourquoi on choisissait les petits paysans en particulier? Ben, d'abord parce que ces petits paysans avaient quand même assez de moyens pour s'acheter l'équipement nécessaire pour le soldat romain, parce que à cette époque-là, ce sont les soldats qui fournissent l'équipement. D'autre part, ces gens-là étaient habitués à une vie difficile, une vie rude à la campagne, avec beaucoup de privation, beaucoup d'exercices physiques. Alors donc, ils formaient les meilleurs recrues possibles pour l'armée romaine. Et l'armée romaine n'a jamais été une grande armée au niveau numérique, mais c'était une armée d'élite. Alors, on cherchait tout le temps à avoir les meilleurs candidats possibles pour l'armée. Or, il y a problème désormais, c'est que lorsque les guerres de Rome avaient lieu en Italie même, c'était toujours possible pour les paysans de retourner entre les guerres chez eux une partie de l'année pour s'occuper de leurs terres et s'occuper des moissons, s'occuper des semailles, la guerre ayant lieu au milieu de l'été. Mais là, Rome est attirée de plus en plus dans des guerres lointaines, en Espagne, en Grèce, en Afrique, en Syrie. Et le problème que ça pose, c'est que ces guerres-là s'éternisent et les paysans soldats sont longtemps occupés dans des guerres lointaines. Et durant ces années-là, ils ne peuvent plus s'occuper de leurs terres. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que leurs terres se désagrègent, leurs terres dépérissent en leur absence. Et lorsqu'ils reviennent, même s'ils ont du butin suite à une victoire, ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour remettre à flot leurs terres, les remettre en bon état. Et c'est là que ça pose problème. Beaucoup d'entre eux n'ont pas les reins assez solides pour entretenir ces terres qui ont été négligées pendant plusieurs années. Or, ils ont des voisins, des gros propriétaires terriens qui profitent de l'occasion pour leur racheter leurs terres. Alors, le mouvement général qui va arriver, c'est que durant les années de conquête de Rome, les paysans soldats vont être de moins en moins nombreux. Leurs terres vont être rachetées de plus en plus par les gros propriétaires terriens. Donc, en Italie, on va retrouver de plus en plus des grandes zones qui appartiennent seulement à quelques propriétaires, des gros propriétaires. Et qu'est-ce qui arrive aux petits paysans? C'est que ces petits paysans doivent quitter la campagne, surtout qu'ils peuvent même pas se faire engager comme salariés parce que de nombreux esclaves convergent vers Rome et ils coûtent bien moins cher comme main-d'œuvre que les paysans eux-mêmes. Alors les paysans ont perdu à la fois leur métier et leur mode de vie et ont perdu leur terre. Alors, ils convergent vers Rome où est-ce qu'ils vont vivre au crochet de la société quand ils ne se livrent tout simplement pas au banditisme pour survivre. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'évidemment,
Les paysans formaient la base de l'armée et il y a de moins en moins de paysans, ce qui occasionne un déclin de l'armée. Or, l'armée est essentielle au maintien de l'Empire, alors Rome, à cette époque-là, se dirige tout droit vers un mur. Et ça, c'est sans compter tous les problèmes sociaux qu'il y a à Rome. Rome, à ce moment-là, est de plus en plus peuplée par des gens, d'abord d'anciens soldats, d'anciens paysans qui se retrouvent en ville. D'autre part, il y a tous les gens conquis. Certains d'entre eux décident de faire des affaires à Rome. Alors Rome, qui était une ville relativement modeste, Rome devient une ville monstrueusement peuplée. Rome n'est pas prête, évidemment, à accueillir autant de population. Alors on construit très rapidement des immeubles pour accueillir tout ce monde-là, des immeubles souvent insalubres, mal conçus, fragiles, etc. Et il y a trop de gens qui arrivent en ville en même temps, il n'y a pas assez d'emplois pour eux, alors règne dans ces régions, la région de Rome, le chômage, la pauvreté, la mendicité et tous les problèmes sociaux qui viennent avec, la prostitution, le banditisme, etc. Donc, les conquêtes de Rome vont occasionner beaucoup de problèmes sociaux et aussi des problèmes politiques. Et il y a ce problème de l'armée qui se présente, qui risque de représenter un problème militaire éventuellement et un problème pour le maintien de l'Empire. Alors, certains nobles à Rome se rendent bien compte du problème et certains d'entre eux vont essayer de remédier à la situation. Je parle ici des frères Gracques, personnifiés par d'abord Tiberius Sempronius Gracchus, le plus vieux d'entre eux, et Caius Sempronius Gracchus. Les deux, le premier en 133 avant Jésus-Christ et le deuxième en 123 avant Jésus-Christ, vont essayer de régler le problème du manque de paysans et du manque de terre pour eux. Ils vont essayer d'initier une redistribution des terres parce qu'il y avait beaucoup de terres publiques qui étaient occupées par des grands propriétaires terriens et on voulait récupérer ces terres qui appartenaient à Rome pour les redistribuer aux petits paysans et créer à nouveau une petite paysannerie qui renflouerait l'armée, qui reformerait l'armée. Sauf que, évidemment, les gros propriétaires terriens à l'époque s'opposent à ça. Les frères Gracques vont devenir très populaires auprès du peuple, mais très impopulaires auprès de l'aristocratie. Le résultat, vous le devinez, ils vont finir par périr. Alors, on va s'arranger pour les tuer du côté de l'aristocratie. Alors, l'aristocratie peut souffler. Il n'y a plus de frères Gracques qui veulent redistribuer les terres, mais ça ne règle pas le problème de l'armée, ça ne règle pas le problème du nombre de soldats qui diminue sans cesse. Alors, quand on ne s'occupe pas d'un problème, il finit par se régler lui-même, mais pas nécessairement de la façon qu'on aurait voulu. Alors, un général, vers la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, le général Gaius Marius, va décider d'entreprendre des réformes de l'armée. Alors, au départ, on employait tout le temps des petits propriétaires terriens, mais il n'y en a plus assez. Alors, Marius, lui, va s'efforcer d'enrôler des pauvres qui viennent des villes. Alors, évidemment, il va prendre les meilleurs d'entre eux, les plus robustes d'entre eux. Et évidemment, ces gens-là sont trop pauvres pour s'acheter l'équipement du légionnaire romain, mais il va leur fournir l'argent d'avance. Et cet argent-là va être déduit de leur paye par la suite. Donc, on leur fournit l'équipement. Et suite à certaines réformes efficaces, cette armée va s'avérer aussi bonne que les armées d'autrefois. Sauf qu'il y a un problème, c'est que le service militaire pour les Romains dure environ 20 ans. Et normalement, à la fin de son service, un militaire retournait sur ses terres pour vivre pacifiquement de l'agriculture. Sauf que ce n'est pas le cas de ces militaires de type nouveau qui, eux, retournent en ville. Et qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de subsister, de subvenir à leurs besoins une fois qu'ils ont pris leur retraite. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, quel est le métier qu'ils connaissent? Ben, c'est pas mal tuer. Hein? Donc, ce sont des soldats. Leur art, c'est de tuer leurs prochains dans le cadre de guerre. Alors, il est tentant pour eux de recourir au banditisme ou toutes sortes d'activités violentes pour subvenir à leurs besoins. Alors, Marius en est fort conscient. Alors, pour éviter les problèmes sociaux et les problèmes
de criminalité que risquent d'engendrer tous ces militaires mis à la retraite, il va décider, sur son propre argent, de leur donner à chacun une terre pour qu'ils deviennent à leur tour des paysans pacifiques et qui travaillent chacun dans leur coin de pays. Sauf que tout ça aura un double effet. D'abord, l'armée romaine est en train de changer. Autrefois, c'était une armée de paysans soldats citoyens, mais maintenant, c'est une armée de professionnels. Alors, leur principal métier dans la vie, c'est d'être soldat. Et l'autre effet aussi de tout ça, c'est que ces soldats-là dépendent du général pour leur avenir. Qui est-ce qui va leur donner une terre au lendemain de leur retraite? Ce n'est pas Rome, c'est le général. Alors, ces soldats-là vont maintenant avoir une fidélité différente de celle des soldats traditionnels. Ils sont davantage fidèles à leur général qu'envers l'État romain, parce que c'est de leur général dont ils dépendent pour leur avenir. Et qu'est-ce que ça va donner à long terme? C'est que on assiste à la création d'une armée professionnelle qui dépend des généraux et qui vont être au service de l'ambition des généraux. Comme Rome est une cité guerrière, l'accent est beaucoup mis sur la guerre et évidemment, les gens qui réussissent en politique, ce sont souvent les généraux victorieux. Alors, il y a beaucoup de rivalité entre les généraux et avec l'afflux des richesses suite aux conquêtes, il y a de plus en plus de corruption également. Alors, il y aura de plus en plus dans le dernier siècle de la République, il y aura de plus en plus de généraux corrompus qui vont vouloir utiliser leur armée comme d'un outil pour parvenir dans les plus hautes sphères de la politique, pour obtenir le consulat, pour obtenir le contrôle de Rome. Alors, ces différents généraux-là, évidemment, ont des ambitions qui se contredisent l'une l'autre, alors ils vont devenir des rivaux. Alors, là, le dernier siècle de la République romaine va être plombé par un problème de guerre civile, de guerre de Romains contre d'autres Romains. Auparavant, les Romains faisaient face à des armées étrangères, des armées souvent moins bien équipées que la leur, mais là maintenant, ils doivent s'affronter eux-mêmes, Romains contre Romains. Et l'État romain va passer proche d'y passer. Alors, le dernier siècle de la République romaine va être un siècle extrêmement difficile pour les Romains parce que les guerres civiles vont être nombreuses. C'est quoi une guerre civile? C'est une guerre qui a lieu à l'intérieur d'un pays. Alors ici, une guerre de Romains contre d'autres Romains. Et donc, plusieurs généraux vont s'affronter au travers de leurs armées. Alors, les plus connus de ces guerres civiles-là, ça va être d'abord la guerre entre le général Marius, dont je parlais précédemment, et son ancien lieutenant Sylla, les deux s'opposant, les deux voulant contrôler Rome et obtenir un commandement lucratif contre un ennemi de Rome. Mais éventuellement, il y aura aussi une guerre entre César et Pompée, deux anciens alliés qui finissent par en venir aux mains. Et César va être le vainqueur, mais à la mort de César, qui est assassiné par le Sénat romain, il y aura une nouvelle guerre entre l'héritier de César, Octave, qui était son petit-neveu, et Antoine, l'ancien lieutenant de César. Et cette guerre-là sera la dernière guerre civile, une guerre civile durant laquelle les deux vont d'abord collaborer, mais éventuellement devenir ennemis. Et cette guerre va déchirer l'empire entre l'Orient et l'Occident. Antoine ayant pris le contrôle de l'empire oriental, en prenant aussi comme allié la reine d'Égypte, Cléopâtre, et Octave de son côté, qui va finir par prendre le nom d'Auguste plus tard, va avoir Rome de son côté. Et les deux vont s'affronter et malgré le manque de talent d'Octave pour la guerre, il va finir par l'emporter grâce à la supériorité de ses généraux. Et lors de la bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, Octave devient le seul maître de Rome. Et au moment où Octave va l'emporter, ben, ça fait déjà plusieurs décennies que l'aristocratie s'affronte constamment par plusieurs généraux et à chaque fois que quelqu'un l'emporte, il y a une partie de l'aristocratie qui est mise à mort parce qu'ils avaient été les partisans de l'ennemi.
Au moment où Octave prend le pouvoir, l'aristocratie est épuisée, ses rangs sont diminués et il n'y a plus personne au sein de l'aristocratie qui est capable de s'opposer à Octave. Alors Octave, suite à ça, va devenir César Auguste, il va changer de nom et il va devenir le seul maître de facto de Rome. Et on assiste à ce moment-là à la fin de la République, du moins la fin officieuse de la République, parce que Octave garde quand même les apparences de la République. Il y aura encore des votes et tout ça, des élections, mais néanmoins, il est maintenant le seul maître de Rome, l'empereur de facto de Rome, et c'est la fin de la période historique de la République. Ça va devenir maintenant ce qu'on appelle la période historique de l'Empire. Alors pourquoi la République romaine a fini par s'effondrer pour devenir finalement le gouvernement d'un seul, l'équivalent d'un roi, l'empereur? Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, le gouvernement de Rome était mal adapté pour le contrôle d'un empire, parce que à la base, Rome était une ville et son gouvernement, qui était bien adapté pour le gouvernement d'une ville, n'a pas vraiment changé avec le temps. Alors imaginez si Montréal finissait par devenir la maîtresse d'un empire canadien, mais qu'on gardait les mêmes structures avec un maire ou une mairesse, et des maires d'arrondissement qui finissent par contrôler des provinces, on peut imaginer le chaos que ça occasionnerait. C'est la même chose qui est arrivé pour les Romains. Alors, leur système de gouvernement était de moins en moins adapté au contrôle d'un empire. À ça se rajoute le fait que l'armée est en mutation. L'armée traditionnelle finit par disparaître au profit d'une armée professionnelle qui, elle, est de plus en plus fidèle, non pas à Rome, mais à son général. Et comme il y a plusieurs généraux dont les ambitions s'affrontent, ces différentes armées-là, au service de l'ambition des généraux, vont s'affronter, ce qui va provoquer des guerres civiles. Alors, dans un contexte semblable, il devenait de plus en plus évident que le système politique de la République ne fonctionnait plus. Il fallait un seul maître au sommet pour être capable de bien contrôler l'ensemble de la société. Et c'est ce qu'on verra plus tard quand on verra comment Octave, qui est devenu César Auguste, a fini par établir des changements pour être le seul maître à Rome.